Bonjour, bienvenue dans ce quatrième épisode consacré à l'étude de la directive Nice V2, Nice version 2. Nous allons attaquer aujourd'hui un sujet central qui sont les mesures techniques de cybersécurité, les obligations techniques de cybersécurité. Super Avocat vous souhaite le bienvenu dans cet épisode avec toute l'équipe. Nous arrivons à joindre une triple compétence d'avocat, de responsable de la sécurité des systèmes d'information, et nous sommes formés ISO 27001. Et nous allons donc vous expliquer tout ça en bande dessinée, comme d'habitude. Voilà, nos slides et la vidéo sont librement consultables en ligne. Merci les éditions Soleil pour l'autorisation du Fléau des Dieux. Vous le savez si vous avez vu les précédents épisodes. Toutes nos explications sur les entités critiques, essentielles ou importantes sont donc illustrées avec ces magnifiques 6 tomes du Fléau des Dieux. Donc, dans ce trio de directives, règlements, DORA, entités critiques, aujourd'hui, quatrième épisode Nice 2, les obligations techniques, les mesures techniques de cybersécurité. Alors, comment c'est écrit dans Nice 2, vous allez voir, c'est assez simple. Les États membres doivent imposer des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. On ne revient pas sur le terme de cybersécurité, c'est la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, hein, vous le savez, avec des obligations de partage également de ces informations en matière de cybersécurité. Ça va être tout ce qui est les IOC, qu'on verra dans l'épisode 6, et des obligations d'information. Alors, petit rappel là encore, parce que voilà, on a pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Attention, c'est bien écrit comme ça dans la directive, c'est rappelé dans les considérants de la directive. La cyberprotection active, voilà, c'est ça l'objectif technique, repose sur des stratégies défensives et exclut les mesures offensives. On ne fait pas d'offensif de manière légale en cybersécurité sur le territoire de l'Union européenne. Qu'on se le dise. Voilà, bon, maintenant pour rentrer un peu plus dans le détail, vous voyez qu'il y a un espèce de gros pavé à lire, c'est pas très drôle. C'est quoi l'idée? Donc, la sécurité des réseaux et des systèmes d'information pour garantir, donc on a vu dans un épisode précédent que c'était qu'une garantie au sens du droit de l'Union européenne, c'est une garantie à l'état de l'art, on démontre qu'on est conforme à l'état de l'art. Pourquoi? Un niveau de sécurité adapté au risque. Donc, vous voyez, systématiquement, on part de cette notion de risque, de l'analyse de risque, avant de décrire les politiques et avant de mettre en place les mesures sécurité, en tenant lieu, blablabla, en tenant compte de l'état des connaissances. Et on va pas mal insister là-dessus, s'il y a lieu des normes européennes et internationales applicables, ainsi que du coût de mise en œuvre, blablabla. Ça, c'est le principe de proportionnalité. Vous allez voir, c'est assez simple entre les entités essentielles et les entités importantes. Il y aura un régime à 100% et un régime allégé pour les mesures de sécurité. Voilà, donc pourquoi insister sur cette notion de normes européennes et internationales? C'est que toutes les mesures de sécurité qui vont devoir être déployées devront être auditables. Voilà, c'est écrit dans DORA énormément, c'est quand même dit extrêmement clairement dans la directive NIS 2, et à partir du moment où dans le corps même de la directive, enfin voilà, on est plutôt dans les considérants 79, quand on nous dit, par exemple, avec la série ISO 27000, c'est plus qu'un appel du pied, c'est une incitation volontaire de l'Union européenne pour déployer des mesures de sécurité auditables conformes à un framework de contrôle, voilà, à une norme de contrôle qui soit connue. Aujourd'hui, ISO 27001 version 2013 et ISO 27002 version 2022, eh bien, peuvent servir de socle, et il faut même espérer que ça serve de socle pour le déploiement des mesures de sécurité. Voilà, cette notion d'état de l'art, toujours pareil, évitons de nous faire des nœuds au cerveau. Si nous, Français, on veut bien lire un peu les textes qui nous sont produits par l'ANSSI, vous prenez le référentiel PVID de 2021 ou Secnum Cloud, V3.2, c'est important, de 2022, on a une définition qui est assez claire et assez simple de ce que c'est que l'état de l'art pour l'ANSSI en matière de
cybersécurité, hein, ensemble des bonnes pratiques, des technologies et des documents de référence relatifs à la sécurité des systèmes d'information publiquement accessibles, de manière payante ou pas. Donc, vous pouvez acheter ISO 27001, vous êtes typiquement dans ce genre de situation. Et le principe de l'état de l'art, eh bien, c'est quoi? Des règles légales complétées par des règles professionnelles, techniques, des autorités de contrôle. En la matière, vous les connaissez, il y en a deux, bien sûr, l'ANSSI, par exemple, sur la journalisation, et la CNIL, sur, par exemple, la journalisation aussi, ou les mots de passe. Eh bien, l'ensemble de ce corpus qui peut se refléter dans des documents écrits, dans des plans d'assurance sécurité, on va y venir, eh bien ça permet de refléter qu'on est à l'état de l'art. Pour autant que ce qui est écrit dans les documents juridiques et techniques soit effectivement déployé dans le système d'information. Ça, c'est l'intérêt du contrôle. On va voir comment ça pourrait se passer par les autorités de contrôle, type ANSSI. Voilà. Et puis, bien sûr, dans cette notion d'état de l'art, il ne faut pas oublier de prendre en compte les décisions de condamnation qui servent de jurisprudence, puisque l'état de l'art, en matière technique, en matière de cybersécurité, fonctionne de cette manière-là. Ce qui veut dire qu'in fine, il ne faut plus rêver aujourd'hui, il y a une obligation constante de suivi pour les professionnels de l'état de l'art, que ce soit des recommandations techniques ou des décisions de condamnation des autorités de contrôle, en plus bien sûr des frameworks légaux, comme par exemple la directive Nice V2. Alors, dans cette directive Nice V2, je ne vais pas insister beaucoup parce que j'ai fait déjà quelques épisodes là-dessus. Les définitions techniques, on en a 3 qui sont à retenir parmi les 60 ou 70 définitions posées dans Nice 2. Voilà, sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Alors, vous pouvez lire la définition littéraire, voilà, que je vous ai rappelé là, la capacité de résister à des événements susceptibles de compromettre, blablabla. Alors, c'est la même définition dans NIS 2, cette définition est reprise dans le règlement DORA, hein, donc pas de surprise, hein, ce sont des renvois express, mais plus intéressant, en prenant un peu de recul, vous voyez, cette définition de cybersécurité, vous retrouvez en fait les mêmes mots-clés que dans le RGPD, par exemple, et en fait, vous voyez que c'était déjà écrit comme ça dans la directive Nice 1 de 2016, ces 4 notions centrales: disponibilité, authenticité, intégrité et confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement. Voilà, c'est ça le cœur juridico-technique de la cybersécurité. Et c'est organiser un système d'information et des réseaux pour être capable de résister à un niveau de confiance donné, à l'état de l'art, à des événements qui sont clairement soit des pannes, soit des cyberattaques. Voilà, on a aussi une définition de réseau, réseau de communications électroniques. Je ne vais pas vous lire ce qui a marqué dans la slide, mais enfin, vous voyez, c'est simple. Dès qu'il va s'agir de transmettre de l'information, quel que soit le type d'information, on appelle ça en droit européen l'acheminement de signaux, vous voyez, par câble, par voie étienne, réseau fixe, réseau mobile, donc qu'on soit sur de la télécom traditionnelle, ou qu'on soit sur des réseaux type Wi-Fi 3G, 4G, 5G, ça marche de la même manière, avec bien sûr DORA qui renvoie comme NIS 2 sur cette définition qui nous vient et oui, c'est un peu compliqué le droit européen, le Code des communications électroniques européen, qui n'est pas vieux, qui date du 11 décembre 2018, transposé en France, bien sûr, dans le CPCE, le Code des postes et des communications électroniques. Et puis la troisième définition, qui est quand même la plus centrale, système d'information. Toujours pareil, NIS 2, DORA, retenez ça. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'information? C'est un tout cohérent où vous trouvez du matériel, du logiciel et les datas qui sont traités par ce matériel et ce logiciel. Voilà, matériel, terminal, serveur, stockage, OK, et logiciel, vous l'appelez comme vous voulez, programme, application, solution, plateforme, on parle bien de la même chose. Voilà, si vous voulez creuser un petit peu, notamment pour essayer de mettre en perspective ces définitions légales hein, de ce que sont réseau, sécurité, système d'information, on vous a déjà proposé sur ce blog une série de posts très détaillés. Quelle définition légale nous vous y renvoyons sans insister aujourd'hui?
Et on va attaquer ce qu'on sait déjà en l'état sur ces définitions techniques et juridiques des mesures de sécurité. Alors là, il n'y a pas de secret, il faut lire. C'est un article central hein, dans Nice 2, article 21.2. Voilà. Bon, on vous rappelle que l'approche des risques, protéger les réseaux, gna gna gna, tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Vous voyez le niveau de détail pour une directive. Déjà, c'est très dense. L'analyse des risques, on n'insiste pas. La gestion des incidents, en petit b, petit c, voilà. Gestion des sauvegardes et reprise de l'activité. Gestion des crises. Vous voyez, le débat est bien posé. Et vous avez déjà en petit d, nous, on y consacrera donc un épisode, l'épisode 5, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est vraiment tout le problème technique et contractuel des supply chain attaques. Au lieu d'attaquer le château fort, bien, on va attaquer le fournisseur du château fort. On va fournir des mises à jour vérolées, par exemple, et qui vont servir de backdoor pour les attaquants. Donc ça, vous voyez, ça atterrit très très vite dans le paysage des mesures. Alors vous voyez, c'est dans le cartouche noir que je vous ai préparé en titre, des mesures techniques, opérationnelles, organisationnelles. Donc voilà, vous avez déjà le triptyque, appropriées et proportionnées. Et vous allez voir comment ça s'articule entre les entités essentielles et les entités importantes. On n'est pas donc sur la distinction annexe 1 essentielle, annexe 2 de Nice V2 importante. C'est pas comme ça que ça marche. Je viens de lire sur une série de blogs de cabinets d'avocats soi-disant spécialisés qui n'ont pas encore très bien compris comment ça marchait. Donc vous êtes au bon endroit pour vous informer. Le point E, il est plus intéressant parce qu'en fait, on le retrouve notamment dans les normes de sécurité type ISO 27000, c'est la sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes d'information avec le traitement et la divulgation des vulnes. On y reviendra. Et après ça, vous avez toute la litanie des politiques et des procédures, des mesures de gestion de risque en matière de cybersécurité, des fois qu'on ait des doutes. Voyez que le point G, on insiste sur l'hygiène cyber et les formations. Et vous allez voir, là, c'est comme toujours à tous les niveaux de l'entité concernée. Alors là, il y a un truc quand même qui nous fait tous bien rigoler dès qu'on sait un peu comment ça marche. C'est le point H, des politiques et des procédures relatives à l'utilisation de la cryptographie et le cas échéant du chiffrement. Des fois qu'on ait un doute et que le chiffrement ne fasse pas partie de la cryptographie, c'est précisé. Merci l'Union européenne de nous rendre tous les jours plus intelligents. Voyez le point I, sécurité des ressources humaines, politique de contrôle d'accès, gestion des actifs. Bon, bah là, on va être sur tout ce qui est habilitation, besoin d'en connaître. On va vous donner un tout petit peu de détails. Et le point J, voyez, authentification à plusieurs facteurs, logging, password, et puis on va chercher un deuxième facteur à part, ou authentification continue. On va voir ce que ça donne. Et puis, vous voyez, des communications sécurisées, des systèmes sécurisés de communication d'urgence au sein de l'entité selon les besoins. Bref, voilà. Ça, c'est la version complète du texte et on n'a pas beaucoup de détails puisque on est dans le cadre d'une directive. Alors, pour vous résumer quand même, pour vous montrer que ça va devenir du sérieux Nice 2 pour les entités impactées et pour tous leurs prestataires, j'insiste un peu en anticipation de l'épisode 5. Regardez le nombre de plans qu'il va falloir mettre en œuvre. Alors, les plans, ça veut dire qu'il va falloir les écrire, les articuler, les tester et les mettre en œuvre. Voilà. Gestion des incidents, sauvegarde, continuité de l'activité, reprise d'activité, gestion des crises. J'insiste pas, avec toujours formation, politique de contrôle d'accès, blablabla, blablabla. Alors, maintenant, on a plusieurs manières de faire. Là, vous voyez, Attila est très énervé, il renverse la table parce qu'il sent qu'il en est réduit à attendre la loi de transposition et les décrets. Quand? Probablement juin 2024, septembre 2024, puisque la directive rentre en vigueur en octobre 2024, donc c'est dans 16 mois, à l'heure où on enregistre cette vidéo, mais c'est pas tout à fait satisfaisant. C'est clair qu'on ne va pas attendre le dernier moment pour déployer des grosses machineries. Et merci Nancy. Webinar du 16 mai 2023. Vraiment, allez l'écouter. Ça dure 1 heure. Passez-vous de la partie questions-réponses qui n'apporte absolument rien. Mais par contre, sur le webinar en lui-même, on apprend des tas de choses. Cet appel déterminant de l'ANSSI à co-construction
de toutes les normes sur les mesures techniques. Ça n'est pas moi qui l'invente, c'est prévu pour le deuxième semestre 2023. Point 3, les mesures de sécurité. Donc, l'ANSSI ne pourra pas tout faire toute seule, puisqu'on va passer, c'est l'ANSSI qui l'annonce, de 300 entités à plus de 10 000 entités régulées sur Nice 2, donc une volonté de co-construction. Et cette volonté de co-construction, je cite toujours l'ANSSI qui le propose. Vous voyez, ça, nos soldats du fléau des dieux sont particulièrement émus et tout à fait d'accord avec cette proposition de l'ANSSI, mettre en place des mécanismes de présomption de conformité. C'est-à-dire, présomption de conformité, il va falloir partir de frameworks qui soient auditables. Je sais, je me répète, mais là, c'est vraiment un gros changement de méthode de la part de l'ANSSI. Il faut l'encourager comme ça, qu'on arrive à bosser tous, nous les conseils et vous qui êtes impactés, qui allez devenir entité essentielle ou importante. Vous voyez là, en une slide, le calendrier de co-construction proposé par l'ANSSI, donc la consultation périmètre à l'heure où on enregistre cette vidéo, là on est en juin, donc c'est déjà en cours, où ça va démarrer, les interactions, mais surtout les mesures de sécurité. C'est prévu pour le fin du troisième trimestre et tout le quatrième trimestre 2023. Ne ratez pas le coche, surtout regroupez-vous en syndicats professionnels, allez-y de manière groupée vis-à-vis de l'ANSSI qui vous le demande. Maintenant, pour le voir de manière extrêmement concrète, comment ça va marcher, eh bien, à partir du moment où on vous demande, à vous, entité essentielle importante, et à vous qui allez être prestataire, IT, tous les prestataires de la chaîne d'approvisionnement des entités essentielles et importantes, on vous demande de déployer des mesures techniques, opérationnelles, organisationnelles, appropriées, proportionnées, oui, oui, c'est toujours les mêmes mots. En fait, voilà la manière dont vous allez structurer tout votre process. Eh bien, ça démarrera systématiquement d'une analyse de risque. Vous ne ferez rien sans une analyse de risque. Ensuite, vous ferez votre PSSI écrite, vous n'y échapperez pas non plus. Et ensuite, tous vos documents contractuels seront articulés autour de votre plan d'assurance sécurité. Voilà, auditable conformément à des frameworks, toujours pareil, des normes de contrôle, ISO, voilà, qui sont auditables, et probablement avec les impératifs additionnels qui seront issus de la co-construction. De là-dessus, ne rêvez pas systématiquement tout ce qui est écrit dans NIS 2 et tout ce qui est écrit dans le guide d'hygiène de l'ANSSI, dans toutes les normes de référence. On vous dit charte administrateur au minimum, voire charte user pour tout le monde, qui sont les chartes comment je me sers des réseaux et des systèmes d'information de l'entreprise pour mener mon activité, moi salarié ou moi prestataire externe, et bien sûr tous vos contrats IT à jour. Voilà, ça c'est le cœur de tout le dispositif que vous allez être tenu de déployer. Je dis bien tenu, ce sera une obligation. Ne rêvez plus, c'est une habitude à prendre, il faut juste l'anticiper et ne pas se faire prendre de court. Alors pour ce qui est de l'analyse des risques, je serai assez bref parce que en 2021 déjà, j'avais fait une série de blogs sur ce que c'est que la méthode IBIO-CRM. C'est la méthode de l'ANSSI pour analyser ces risques. Voilà, c'est une méthode particulière pour OIV et pour OSE, donc on était sur le fondement de la directive Nice 1. Je vois pas très bien de raison pour que ça change pour Nice 2. Il y a des versions, alors tout le monde dit oui, c'est extrêmement lourd, c'est long à mener, ok, très bien. Vous avez des tas de prestataires qui font ça très bien en version un peu light pour être capable de comprendre la dynamique et la réflexion de cette méthode qui s'applique parfaitement à la directive Nice V2. Voilà. Je vais insister un tout petit peu sur ce côté ces annexes contractuelles, donc qui vont permettre de décrire ces mesures techniques de cybersécurité qu'il va falloir déployer effectivement, mais il va falloir pouvoir les auditer. Et pour ça, voilà, je vous le remets parce que c'est très central dans le discours officiel, légal. Quand vous avez un considérant de la directive NIS 2 qui vous dit, par exemple, la série ISO 27000, eh bien, aujourd'hui, il faut espérer quoi? Que l'ANSSI pousse une co-construction, par exemple, basée sur ISO 27000, quitte à imposer des obligations supplémentaires, de la même manière que ça marche
pour celles et ceux qui s'y intéressent sur la norme HDS, celle de 2018, eh bien, vous déployez ISO 27000 et vous avez des impératifs complémentaires facilement identifiables qui vous permettent d'être conforme quand vous êtes hébergeur de données de santé. Voilà. Et l'idéal serait qu'on arrive à aller dans ce sens pour la directive NIS 2. Ça simplifierait le travail de tout le monde et ça rendrait la partie technique et la partie juridique auditables, ce qui est quand même l'impératif dedans. Et donc, vous voyez, ce qu'on a essayé de vous résumer dans cette slide, à part ce personnage qui pleure, c'est qu'en fait, pour déployer dès à présent, dans votre réflexion, pour déployer vos mesures de sécurité, bah, c'est simple, hein. Le niveau 0, bah, c'est de commencer à vous y intéresser. Le niveau 1, déployer les 42 mesures d'hygiène de l'ANSSI, puisque dès que vous attaquez un framework type Secnum Cloud V3, V3.2, ça va être à peu près pareil dans le framework UCS qui nous arrive de l'Union européenne. On commence par déployer les mesures d'hygiène de l'ANSSI, la base, les 42 mesures. Bon, en fait, il y en a 63, mais avec le niveau renforcé, mais c'est ça. Déjà, il faut voir ce que vous êtes capable de déployer. Le niveau 2, ce sont les 115 points de ISO 27001/ISO 27002, mais il y a déjà énormément de recoupements. Donc, si vous démarrez avec les 42 mesures, c'est pas mal. Ensuite, je vais vous faire un petit rappel rapide des 23 règles de sécurité qui existaient sur Nice 1, et on attend celle de Nice 2, mais il ne devrait pas y avoir une réécriture complète. Et puis, pour les plus courageux, où nous, on a accompagné un client là-dessus, Secning Cloud V3.2, là, on est à un niveau d'obligation qui est très élevé, mais en fait, quand vous avez déjà déployé le niveau 1, voire le niveau 2, ben, Secning Cloud, c'est quand même plus facile à mener. Vous voyez, et pour rendre les choses auditables facilement, eh bien, on ne réinvente pas la roue. On part du plan de ces différents frameworks. Et vous voyez, nous, on s'est livré à l'exercice. Et si vous voyez, par exemple, le guide d'hygiène, eh bien, vous avez quasiment le guide d'hygiène qui intervient partout. Nous, on était parti du plus compliqué, c'est-à-dire de SNC Secnum Cloud. Et vous voyez que vous avez déjà les mesures d'hygiène, ensuite les mesures ISO qui viennent se rajouter, parfois du HDS V1. Voilà, si on veut y arriver tous pour Nice V2, eh ben, ce serait d'arriver à rentrer dans un cadre qui serait à peu près comme ça. Voilà. Et bien sûr, une fois que vous avez un cadre juridique qui est bien établi et un cadre technique qui est fait, eh bien, vous permettez l'audit qui va vous permettre d'établir que vous êtes conforme, puisque l'ANSSI pousse en ce sens dans sa transposition de la directive Nice V2. Voilà, juste un point parce qu'aujourd'hui, gros débat dans l'Union européenne pour l'adoption de la norme UCS, hein, c'est le cloud de sécurité avec une norme au niveau européen. C'est en cours de discussion. Si vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale sur l'adoption de la loi de programmation militaire, il y a eu toute une série de digressions sur EUCS. Donc EUCS qui va remplacer à terme Secnum Cloud. C'est toujours aujourd'hui en cours de négo et ce sera pareil, déployable et auditable. On verra comment avec les 3 niveaux de l'UE. Toujours le niveau simple, je m'auto-certifie, ça vaut 0, ça c'est le truc typiquement américain. Le niveau substantiel, qui est le niveau intermédiaire, destiné aux entreprises, ça doit être auditable. Et le niveau élevé ou élevé plus, donc on attend un peu EUCS, là vous êtes à un niveau en général où vous n'obtenez cet agrément qu'après vérification de votre certification par l'État ou un organisme agréé délégué par l'État, type l'ANSSI ou un prestataire délégué par l'ANSSI. Alors, pour vous le rendre là très concret, parce que vous voyez qu'on rentre dans un niveau d'exigence qui est quand même très élevé, la différence entre les entités essentielles et les entités importantes, donc vous voyez comment c'est écrit dans les considérants, voilà un juste équilibre entre les exigences et les obligations basées sur les risques, blablabla. Bon, en clair, si vous écoutez le webinaire de l'ANSSI, au moins on sait à quelle sauce on va être mangé. Vous êtes classé entité essentielle, vous prendrez 100% des obligations de sécurité. Et quand vous serez entité importante, donc ça marchera pour les prestataires de la même manière, hein, vous serez prestataire d'une entité essentielle, 100% des obligations de sécurité, prestataire d'une entité importante, il y aura un régime allégé, voilà, avec, comme ça peut marcher pour les normes du guide d'hygiène des 42 mesures, il y aura un niveau standard et puis un niveau renforcé. Le niveau renforcé sera pour les entités essentielles et le niveau standard, si tout ça se dirige dans ce sens-là, sera pour
les entités importantes. Voilà, avec un rappel, hein, là aussi, pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction entité essentielle, entité importante? Eh bien, au niveau des sanctions, au moins 2% du chiffre d'affaires de sanctions pour les entités essentielles et au moins 1,4% pour les entités importantes. Et vous voyez, le personnage du fléau des dieux vous le dit, oui, toujours l'argent. Alors après ça, alors dans le webinaire de l'ANSSI, moi, il y a un truc que j'ai pas très bien compris. En vrai, j'aille creuser, mais ça fait beaucoup de lectures. Hein. On est en juin 2023, vous voyez, on a pris 3 directives, Critical Entities DORA, enfin pardon, DORA, le règlement, et la directive NIS 2. Alors, pour l'ANSSI, selon le webinaire, il y aurait des prestataires dont les normes de sécurité, donc les mesures techniques de sécurité, seraient imposées directement par un règlement d'exécution de Bruxelles. Donc, je vous ai repris dans le cartouche. Au pire, vous mettrez en pause et vous irez voir où je vous mettrai la slide dans le post de blog aussi. Voilà, il y a les opérateurs, les acteurs du numérique, je cite l'ANSSI, qui, eux, seraient réglementés directement par Bruxelles pour les 27 États membres. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vous invite quand même à vérifier tout en bas, annexe 2, place de marché en ligne, moteur de recherche en ligne et plateforme de réseaux sociaux. Vous voyez que ça fait un paquet d'opérateurs privés qui devraient être impactés. Voilà, alors juste en un mot pour pas être trop long sur cet épisode en vidéo plus BD, qu'est-ce qu'il y avait dans la loi de transposition de 2018? Bon, un petit parallèle rapide. Les OIV, donc là on est sur la LPM de 2013, vous voyez, il y avait l'obligation de mettre en œuvre les fameuses sondes souveraines, ça c'était le premier point sur les SIV, système d'information d'importance vitale. Je vais encore gagner de l'argent avec le nombre d'acronymes que je cite. Et il y avait surtout une obligation d'homologation du système d'information par l'ANSSI. Et vous trouviez, donc, à part l'obligation de mettre en œuvre les sondes de sécurité, dans le régime NIS 2, là, on bascule dans le cartouche bleu, vous voyez, obligation d'homologation du système d'information. Ce qui voulait dire qu'on ne déployait pas les mesures et on n'était pas conforme tant que l'ANSSI n'avait pas donné son accord après audit. Là, changement de méthode, et vous voyez que ça n'est pas rien. Et voilà pourquoi j'insiste un peu sur ISO 27000 et tous ses amis. Voilà, c'est issu des slides de l'ANSSI, c'est un peu pixelisé, c'est pas très beau, mais qu'est-ce que je vois? Certification sur les mesures de sécurité. Donc c'est vraiment vers ça qu'on se dessine, il n'y aura plus d'homologation, il y aura une certification, alors peut-être avec des niveaux différents, pareil, entités essentielles d'un côté, importantes de l'autre, peut-être les entités qui nous viendront, qui seront critiques, elles auront un régime encore plus dur, mais bon, c'est bien prévu comme ça, annoncé par l'ANSSI dans son webinaire, on nous parle de certification. Et si vous reprenez les règles de sécurité, donc là, on est sur l'arrêté, donc Nice 1, l'arrêté du 14 septembre 2018. Vous voyez, il y avait 23 règles de sécurité où, ben, regardez, analyse de risque, politique de sécurité, et après ça, vous avez toute la litanie que vous retrouvez, que je vais vous montrer, pareil, dans un instant pour faire un parallèle. Et j'espère donc qu'on va supprimer homologation de sécurité par certification Nice Bleu. Vous l'avez en bleu, voilà, pour montrer la différence sur ce qui pourrait changer. Et voilà, je vous ai préparé juste une petite slide pour que vous puissiez voir. Alors, si vous êtes un peu tech, si vous êtes auditeur, si vous êtes RSSI, vous ferez vite le lien entre la partie de gauche, donc qui sont les obligations de sécurité, les 23 règles qui arrivaient de l'arrêté de septembre 2018, et ce qui aujourd'hui peut être écrit dans un plan d'assurance sécurité en fonction des différentes normes. Donc, vous voyez, le guide d'hygiène, c'est en jaune. En bleu, c'est ISO 27001. HDS, on l'a mis, nous, en rose, parce que c'est la santé, donc c'est très important. Et en gris, SNC. Voyez les titres, hein, qui sont les titres qu'on n'a pas inventés, qui sont ceux des normes de sécurité. Bah, voilà, continuité d'activité, conformité avec les exigences supplémentaires et toujours identification de la législation nationale. Nous sommes, nous, assez au point là-dessus. Donc, vous voyez, on ne va pas réinventer la roue. Ce serait pas mal de repartir, toujours pareil, de ces frameworks existants et de les compléter. Ça simplifierait la vie de tout le monde. Voilà, cette slide ne sert à rien, mais j'ai adoré le fléau des dieux et j'ai un petit peu trafiqué les phylactères, je ne vous le cache pas. Mais aujourd'hui, à quel point en sommes-nous? Voilà, nous sommes en juin, juillet 2023, donc la co-construction va démarrer. Bientôt, la vérité apparaîtra au grand jour. Honorons d'abord les dieux avec ce
sacrifice. Oui, donc ça va pas bien se passer pour ce pauvre personnage avec sa toge attachée à son arbre. Voilà, juste un point extrêmement rapide. Bien sûr, dans les mesures de sécurité, il y aura l'obligation de notifier les incidents de sécurité. Bon, c'est plus maintenant une nouvelle ou un tremblement de terre comme ça l'était quand le RGPD est arrivé avec les violations de données. Simplement, il y a 3 points à retenir. Je vous décris pas le régime, il est standard, ce sera compliqué, il en faudra pour tout le monde. Retenez ça. D'abord, obligation de notifier au CERT, c'est CIRT, hein, donc ça ne va pas être une notification à n'importe qui, ça va être centralisé par pays, au CERT national, tous les incidents ayant un impact important. Je vous montrerai en une slide ce qu'on sait aujourd'hui sur les impacts importants. Donc, obligation de notifier quand il y aura un niveau de seuil qui sera fixé, probablement dans les lois de transposition en concertation avec Bruxelles. Mais surtout, deuxième point, il va falloir notifier, et là ce ne sera pas une option, aux destinataires des services les incidents importants. Ça veut dire que là, on franchit un cap. Aujourd'hui, donc les victimes impactées par un incident ayant un impact important devront, là on est vraiment en B2B, devront, quand on est prestataire, il faudra notifier à tous les clients professionnels. Donc il va falloir mettre de la transparence dans tous les process. Et troisième point, et là ça commence à plus rigoler du tout, communiquer à ces mêmes prestataires, quand on est prestataire, ces mêmes destinataires, toutes les mesures que les destinataires peuvent appliquer. Donc, il va falloir non seulement notifier, mais directement proposer au moins des premières mesures urgentes de remédiation. Donc, vous voyez, maintenant, ce n'est pas juste je notifie les violations de données et puis je me débrouille dans mon coin. On met de la transparence et obligation de conseil et il va falloir pouvoir le documenter, c'est-à-dire pouvoir prouver de manière positive qu'on a fait quelque chose. Voilà, une dernière slide rapide qui est plus jolie que utile. Un incident est considéré comme important. Voilà. Quand il y aura une perturbation opérationnelle grave du service ou des pertes financières pour l'entité concernée, et lorsque ça affecte des personnes physiques ou morales, des dommages matériels, corporels ou moraux considérables. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose d'un peu évolué. Un petit incident de rien du tout, ça ne suffira pas. Voilà, ce sera tout pour cet épisode, vous voyez, où on ne sait pas encore de manière très très concrète ce qui va se passer. Donc on aura des nouvelles à la rentrée, probablement vers le mois de décembre. Prochain épisode spécial supply chain, le risque de supply chain attack et comment les prestataires de la supply chain IT pour les entités essentielles et importantes, eh bien, on fera un petit focus sur les obligations qui vont leur tomber dessus. Voilà, vous pouvez toujours nous passer vos questions, vos remarques, vos angoisses, vos problèmes numériques sur les réseaux. On se fera un plaisir de vous répondre. Nous continuons à déployer notre service d'audit flash. On lit des trucs absolument incroyables dans des contrats aujourd'hui écrits par des très très grands professionnels. Ça fait peur. Entre les clauses qui sont nulles techniquement et les clauses qui juridiquement veulent rien dire, c'est quand même pas mal. On va faire un pot pourri des trucs les plus moisis. Voilà, et on vous remercie de votre attention. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur technique et droit du numérique.fr.